In brightest day, In brightest night, no Determined to beat you at this game. my sight. Let those who worship evil tonight beware my power. Green Lantern. Listen. Hopes and dreams travel with you. Listen to come aboard. Bien le bonjour les 5 CEOs, et aujourd'hui nous allons parler de VO. Voilà, ça change un petit peu, on va parler d'Aquaman évidemment. On va parler de la série de Sean McLaughlin de 1991 les petits gars. On parle très souvent, et à juste titre, du Flash de Mark Waid, de la Wonder Woman de George Perez, du Superman de John Byrne, du Aquaman de Peter David, mais on ne parle que très rarement, voire jamais, du Aquaman de Sean McLaughlin. Alors que pour moi, on est sur quelque chose de très très important concernant le personnage, de primordial. Alors je vais vous recontextualiser un petit peu la série, ce sera plus simple. En 1990/1991, Kevin Dooley, l'éditeur d'Aquaman, décide de donner une nouvelle chance au personnage. Je dis nouvelle parce qu'en réalité, la toute première série d'Aquaman, elle date de 1962, elle s'est terminée en 1978, elle a duré 16 ans, mais en réalité, elle n'a contenu que 63 épisodes, ce qui n'est pas grand-chose pour une série qui a duré 16 ans, parce qu'il y a eu une coupure entre 71 et 77, donc forcément, après quoi, la série s'est brutalement terminée juste après les événements de la mort du prince. Aquaman a échoué dans les pages d'Adventure Comics, puis d'Action Comics, parce qu'il vendait plus, alors fallait le mettre avec Superman dans le même bouquin pour booster un petit peu les ventes. Donc c'était très compliqué, le personnage, il a disparu et il est revenu en 1986 dans son propre titre, je parle, sous la plume de Neil Posner et le crayon de Craig Hamilton. 1986, c'est une mini-série, 4 épisodes, le fameux costume bleu, et ça va plutôt bien marcher, mais le problème, c'est que Monsieur Hamilton, le dessinateur, il a beaucoup de mal à rendre son travail dans les deadlines. Et de ce fait, la suite qui était prévue, elle est tout bonnement annulée. Faut attendre 89. 89, on a Robert Loren Fleming et Keith Giffen qui vont scénariser une toute nouvelle origin story au personnage, épaulé par Curt Swan au dessin, Curt Swan qui a travaillé sur Superman dans le passé. Et cette nouvelle origin story, c'est The Legend of Aquaman. L'idée, c'est de changer complètement ce qui a été fait en 1959 par Robert Bernstein, la première origin story, celle qui a été reprise ensuite par Geoff Jones et James Wan et que vous connaissez. Dans cette origin story de 89, on nous explique qu'en réalité, Orin est un bébé 100% Atlante, issu de parents Atlantes qui l'ont abandonné hors de l'Atlantide pour des raisons physiques et de croyances et religieuses, puisque un bébé blond à la peau si pâle en Atlantide, c'est forcément signe de mauvais présage. Et de ce fait, les parents d'Orin, qui va devenir Aquaman, ils l'abandonnent sur un récif corallien, le récif de Mercy Reef. Et là, Arthur, le jeune bébé qui s'appelle pas encore Arthur, Orin, il va survivre. De par les facultés extraordinaires qu'on lui connaît, il va survivre dans cet environnement impitoyable, et il va rencontrer un gardien de phare qui s'appelle Arthur Curry, premier du nom. Donc ça, c'est l'origine story de 89, que Peter David va brièvement reprendre dans Atlantis Chronicles en 1990. Atlantis Chronicles qui a pour but de revisiter le lore d'Atlantide, d'expliquer certaines errances du passé en termes éditoriaux, c'est-à-dire qu'il y a eu beaucoup d'incohérences dans l'histoire d'Atlantide chez DC Comics. La première publication d'Atlantide dans un récit d'ici, ça date de 1939, c'est une histoire avec Zatar, le magicien, papa de Zatanna, et puis après il y a eu d'autres versions d'Atlantide, et il y a eu l'Atlantide d'Aquaman qui est arrivée que dans les années 60, c'est-à-dire qu'Atlantide elle existait avant qu'Aquaman ne soit lié à elle dans les comics d'ici. Et donc on a d'autres versions d'Atlantide dans lesquelles il y a des hommes sirènes, des hommes à queue de poisson, des mermaids, des sirènes, dont est issue justement Laurie Lemaris, qui est la petite amie de Superman pendant l'âge d'argent, en tout cas au cours d'un épisode. Et donc, Peter David, au cours d'Atlantis Chronicles, il va en profiter pour expliquer pourquoi il y a plusieurs types d'habitants en Atlantide. Il y a d'un côté les Tritons, d'un côté les Atlantes humanoïdes. En réalité, c'est parce qu'il y a Tritonis et Poséidonis. Je vous invite
à découvrir ma web-série Atlantis Chronicles si ce n'est pas encore fait, comme ça vous saurez tout. Voilà. En très gros, je raconte le bouquin avec de la musique, du montage, et tout est traduit, évidemment, parce que Atlantis Chronicles n'existe pas en VO. Ça, c'est pour les petits nouveaux qui ne connaîtraient pas encore ce projet sur la chaîne. Donc là, on est en 90, lorsque Peter David écrit ça. Donc il reprend ce qu'ont fait Giffen et Fleming en termes d'origin story. À la toute fin de son histoire, tu vois le bébé Orin, qui est pour le coup avec des dauphins. Ça, c'est la petite nouveauté. Voilà, c'est les dauphins qui viennent recueillir et élever Arthur parmi eux. Enfin, Orin, il faut que j'arrête de dire Arthur. C'est à partir de là, en fait, que Sean McLaughlin intervient pour sa série en 91. Série en 13 épisodes, très courte. Alors, je ne sais pas pourquoi elle s'est interrompue. L'explication donnée par DC, c'est qu'ils avaient de toute manière envisagé de remettre Peter David sur Aquaman. Voilà, puisqu'il a déjà travaillé sur Aquaman en 90, et il voulait le remettre sur Aquaman, et voilà l'explication que donne DC dans le courrier des lecteurs aux gens. Je pense pas que ce soit la vérité, j'en sais rien en fait. Ça me paraît très étrange. Peut-être que la série de McLaughlin ne se vendait pas suffisamment bien, et que Peter David était un nom beaucoup plus vendeur. C'est une des raisons qui pourrait expliquer ce changement d'équipe artistique. Quoi qu'il arrive, je trouve que c'est dommage parce que le pauvre Sean McLaughlin n'a pas eu le temps de terminer ce qu'il avait envisagé. Alors je vous montre les issues que je vous ai déjà montré dans la vidéo dans laquelle je reçois les bouquins. Voilà, je vous les montre tous, il y en a 13, comme j'expliquais. On a des magnifiques couvertures signées Kevin Maguire pour les premières, et Ken Hooper qui est le dessinateur principal de la série. Ce qui est assez amusant avec ce couple d'artistes, à savoir McLaughlin et Hooper, c'est que ce ne sont pas du tout des habitués des comics en fait. McLaughlin, c'est son premier travail sur un comic book. Il a déjà écrit des scénarios, mais pas pour du comics. Et d'ailleurs, je crois qu'il n'en écrira pas après. Il me semble bien que c'est son premier et dernier travail en tant que scénariste de comics. Et Ken Hooper, le dessinateur, lui, il a effectué du travail d'arrière-plan sur des personnages plus que secondaires, comme le Swamp Thing ou Mr. Miracle, bref. Là, pour le coup, on le propulse sur le devant de la scène parce qu'on lui offre quand même un titre Aquaman, ce qui n'est pas rien. C'est la deuxième ongoing Aquaman, la quatrième série officielle. Mais si on compte pas les deux mini-séries, en réalité, c'est que la deuxième série. D'ailleurs, c'est vendu sur le site en question, Second Series. Mais pourtant, c'est Aquaman volume 4. Putain, c'est compliqué. Ça va être compliqué de résumer ces 13 issues parce qu'en réalité, le run de Sean McLaughlin, il est extrêmement dense. Le mec entreprend énormément de concepts qu'il va devoir malheureusement laisser en plan pour la plupart parce que il va être évacué de la série. Donc c'est dommage parce qu'il y a vraiment cette impression de travail qui n'est pas fini. C'est très ambitieux. Ça part dans tous les sens, mais dans le bon sens du terme. C'est-à-dire que là, pour le coup, j'emploie cette expression de manière améliorative et non pas péjorative. Parce que c'est extrêmement culotté, ce que tente de faire Sean McLaughlin. Déjà, il y a 3 gros axes principaux au cours d'un run. Déjà, c'est pas rien. Premier axe, très politique. Le run commence sur une attaque d'une nation de la surface qui s'appelle Homeland. C'est une nation fictive, cherchez pas dans vos atlas, les petits gars. Cette nation, en fait, c'est une île, toute petite mais très puissante, avec une armée relativement balèze, qui existe non loin des eaux territoriales appartenant à Poseidonis, parce qu'on reprend le concept de Poseidonis et de Tritonis propre à Atlantis Chronicles de Peter David. Il faut bien comprendre que ça, c'est un équivalent de suite à Peter David, enfin à Atlantis Chronicles. On a cette nation, Homeland, qui attaque Poseidonis parce qu'en réalité, il y a un de leurs navires de guerre qui s'est un peu trop aventuré dans les eaux qui appartenaient à Atlantide, et les Atlantes ont vu ça d'un très mauvais œil, ils n'ont pas cherché à comprendre, ils ont envoyé une torpille et ils ont nettoyé le bateau, quoi. Ils l'ont coulé, ils n'ont pas cherché à comprendre, t'es trop près de chez nous, hop, ça dégage. Forcément, déclaration de guerre, et du coup Poseidonis se retrouve encerclé de partout, par des sous-marins nucléaires, enfin c'est un vrai merdier, quoi. Le dôme est détruit. Et ça pose un réel problème parce que autant les Atlantes peuvent respirer sous l'eau, c'est pas un souci, ils sont habitués à la pression des profondeurs, mais le dôme permettait de les protéger des attaques étrangères, dans un premier temps, mais surtout
surtout des prédateurs marins. Ça évitait qu'une bande de requins vienne se faire un festin avec les habitants, quoi. Donc c'était pratique. Donc là, il n'y a plus de dôme, c'est un peu le bordel. Arthur, il n'est pas là. Il faut bien comprendre qu'il n'est plus roi depuis un bon moment et que sa femme l'a quitté brutalement, elle a claqué la porte, elle est retournée vivre dans sa dimension aquatique, mais hein, elle n'est plus là. Le couple s'est séparé de manière extrêmement brutale, pour ne pas dire violente, et le bébé est mort. Voilà. Et Arthur, il vit très mal tout ça, et en fait, il passe son temps à écumer les mers et à venir en aide aux animaux et à la veuve et l'orphelin. Il fait son rôle de super-héros pleinement. D'ailleurs, au début de l'histoire, il est en train d'essayer de sauver une baleine qui est échouée sur une plage aux États-Unis, après quoi il va libérer des dauphins qui sont pris au piège dans des filets de pêche. Bref, petite critique au passage de la pêche intensive. Donc c'est très cool, hein. Toujours cette volonté de mettre Aquaman dans des situations très actuelles. Et donc il apprend que ça va mal en Atlantide, donc il y va, et lorsqu'il arrive sur place, il botte le cul aux soldats d'Homeland. Il neutralise des sous-marins avec des squids, comme disent les Anglais, des calmars et des pieuvres. C'est épique, bordel de merde, et il est ultra badass. Il y a cette volonté de rendre le personnage plus énervé que jamais. On le voit sur toutes les covers que je vous montre. Il a les traits tirés, il a vraiment le visage rude. Il est énervé, il est déter. Et pourtant, on l'apprendra, il est extrêmement fragile sur le plan psychologique. Tout ça va amener Arthur à endosser un rôle diplomatique, c'est-à-dire qu'il va devenir ambassadeur de Poseidonis au siège, au Conseil des Nations Unies, à l'ONU. C'est un moyen diplomatique tout simplement de faire reconnaître la nation d'Atlantide à la surface afin d'éviter ce genre de problème. Voilà. Donc on a vraiment un axe qui est assez politique, d'autant plus que Sean McLaughlin réveille des vieilles rivalités ancestrales entre les Tritoniens et les Posidoniens. Donc ça, c'est une grosse référence à Atlantis Chronicles et ça fait grave plaisir. Donc on a vraiment Atlantide qui est déchiré de partout et on a cet axe qui est très politique. Arthur, tu as quand même des séquences où il est en costard en train de tenir des conférences à l'ONU, quoi. Je trouve ça génial. Et tu comprends vite qu'il n'est pas à l'aise parce que déjà d'une, il est à la surface, il n'a jamais été à l'aise à la surface, et de deux, il n'a jamais été non plus à l'aise dans des rôles à responsabilité. Je dis pas qu'il n'en est pas capable, bien au contraire, c'est juste que lui, au fond de lui, n'en veut pas. D'ailleurs, il me ressemble énormément à ce niveau-là. Encore un point qui me rapproche de lui, quoi. Donc ça, c'est le premier axe tracé par Sean McLaughlin dans son run. Deuxième axe, des enjeux beaucoup plus personnels, des enjeux familiaux. Les réminiscences de Mera, de l'enfant, voilà, il a perdu son gamin et forcément ça l'a marqué, quoi. D'aucuns diraient ça commence à nous saouler ces histoires d'enfants qui est mort, mais il y a un moment, faut bien se rendre compte de la brutalité de la chose, quoi. Et forcément, ça l'a marqué. Et sur le plan psychologique, il est torturé, il est vulnérable sur le plan mental et il est vulnérable sur le plan physique également, cet Arthur. Il se prend des balles dans le genou, petite référence à Skyrim, sans le vouloir. Il se fait mordre par des requins, ça saigne, enfin tu vois qu'il en prend plein la gueule, il est fatigué, bref, il est surmené cet Arthur. Il est surmené, il n'est pas bien psychologiquement, et il y a une grosse partie du run de Sean McLaughlin qui joue là-dessus. Ça c'est le deuxième gros axe, et le troisième axe il est un peu plus écologique. On a un arc dans l'arc, on a un arc dans le run de Sean McLaughlin qui est publié sur 2 issues, qui s'appelle Echo Wars, épisode 9 et épisode 10 du run. Alors moi j'ai que le 10e, donc la deuxième partie. La première je l'ai pas parce que pour ceux qui étaient là au moment où je vous ai présenté mes bouquins, quand je les ai reçus, il manquait le 9 dans le carton, donc ça me fait un peu chier, mais bon, c'est pas grave, je l'ai recommandé, j'espère que cette fois-ci il arrivera. Et donc cet arc en 2 actes, qui s'appelle Echo Wars, nous raconte une plateforme pétrolière qui se fait attaquer par des éco-terroristes. Forcément, ce qui devait se passer arrive. Le pétrole se déverse sur les rivages environnants et Arthur arrive sur place, déjà d'une pour régler ses comptes, pour régler leurs comptes terroristes et à la compagnie pétrolière qui casse les couilles, et également prioritairement, j'ai envie de dire, pour sauver les animaux qui sont en danger. On a vraiment cette volonté de rapprocher Arthur de la faune, de le rendre plus proche des animaux qu'il n'a jamais été, et ça c'est quelque chose que j'aime beaucoup parce qu'une fois de plus ça la rapproche de moi. Arthur est quasiment plus sensible aux animaux qu'aux humains dans cette histoire, et ça en fait aussi un point commun avec moi, quoi, sous certains aspects. Donc ça ce sont les 3 grands axes
que dresse Sean McLaughlin dans son run. C'est très ambitieux et tu comprends parfaitement qu'il avait les moyens d'aller au bout si on lui avait juste laissé le temps de le faire. Et c'est vraiment le gros point noir de cette série, c'est qu'il y a cette impression qu'elle n'est pas terminée. Alors, Peter David, qui est l'auteur qui est choisi pour lui succéder, va repartir sur une nouvelle série, Aquaman volume 5. On va repartir à un épisode 1. Avant ça, il y aura une mini-série de transition qui s'appelle Aquaman Time and Tide. Et Peter David va reprendre des concepts laissés en suspens par Sean McLaughlin. Je pense notamment au personnage de Thanatos, qui... alors, est-ce que je vais vous le trouver ? Le personnage de Thanatos, c'est celui que vous voyez sur la couverture ici. C'est, entre gros, le reflet dans le miroir, le reflet maléfique d'Arthur. C'est un Aquaman maléfique, Thanatos. C'est un ennemi qui existe depuis les années 60-70, qui a disparu au tout début des années 70 pour le coup, et que Sean McLaughlin réutilise ici. Et ça, c'est très cool parce que c'est vrai que c'est un personnage qui est ultra intéressant, ultra charismatique. Il fait vraiment penser au Aquaman de Flashpoint. C'est un Aquaman vraiment méchant, quoi. Et qui prend plaisir à torturer mentalement sa victime, à savoir Aquaman. Et donc Thanatos y revient. Voilà. Avec un costume bleu, évidemment, le costume du Aquaman de 86 de Neil Posner. D'ailleurs, ça me permet de faire un petit point à ce niveau-là. Sean McLaughlin, j'ai vraiment apprécié son travail parce que il considère qu'il y a eu un avant et un après. Il n'a pas cette vanité qu'ont certains auteurs à snober tout ce qui s'est fait avant et à faire en sorte qu'il n'y ait pas d'après, tu vois ce que je veux dire. Sean McLaughlin, il fait énormément de références à toute l'histoire d'Aquaman. Vraiment. Il y a une référence à Storm et Imp, qui sont les deux hippocampes que chevauchaient Aquaman et Aqualad dans les années 60. C'est un concept qui a très mal vieilli, quoi. Et tu as une case, tu as une planche où Arthur repense à cette époque de l'âge d'argent, qui était une époque bénie pour lui, parce qu'il a rencontré sa meuf, ils se sont mariés, ils ont eu leur enfant, il n'y avait pas vraiment d'enjeu, quoi. Il rencontrait des super vilains de second plan, il en venait très vite à bout, il n'était jamais vraiment mis en danger, en fait, pendant l'âge d'argent, donc c'était une période bénie, et justement, il y a une planche qui fait référence à ça, puisque Arthur se remémore cette époque révolue, et il pense que ces temps anciens lui manquent, en fait. Voilà, le bon vieux temps, où est-il passé le bon vieux temps où Aqualad et moi chevauchions Storm et Imp dans le soleil couchant, quoi. Où on se contentait d'arrêter des pirates, parce que c'est exactement ça l'âge d'argent, on se contentait d'arrêter des pirates. Donc tu vois, tu as une petite référence à ça. On nomme l'Aquacave également, l'Aquacave qui est un concept qui date de 1960. L'Aquacave, c'est forcément la Batcave d'Aquaman. Ce concept-là, il a apparu lors de la deuxième histoire avec Aqualad. Le jeune Aqualad remuait ciel et mer pour trouver un cadeau d'anniversaire à Arthur, et il a trouvé cette grotte, et il a décidé de l'offrir en cadeau à Arthur, et c'est devenu la Aquacave. Elle servait à rien, c'était juste un entrepôt où on stockait du bordel. Je résume, c'était pas un QG, un truc hyper secret, non, c'était de la merde, le concept de l'Aquacave. Steve Skid, Paul Levitt a essayé d'en faire un truc un peu plus high-tech dans les années 70, mais rien de bien méchant, quoi. Et du coup, là, on cite l'Aquacave, et t'as des gamins qui se réfugient dans l'Aquacave parce que la ville se fait attaquer par des requins, justement, et ils se moquent du nom du lieu. Aquacave, c'est complètement ridicule, et t'as un gamin qui rétorque, oui, mais c'est parce que c'était du temps de l'innocence. Sous-entendu, ça date de l'âge d'argent, c'était pour des gamins, c'était beau, c'était niais. Donc, on a plein de petites références à toute l'histoire d'Arthur Curry, d'Aquaman. Et ça, c'est absolument génial. Le costume bleu de Neil Posner qui revient vêtu par Thanatos, etc., etc. Il y en a plein d'autres. Et on a une infirmière également qui était présente dans la mini-série de 89, qui revient ici. Bref, plein de petits détails comme ça. Et quand tu es un passionné du personnage et un connaisseur, et ben forcément, ça fait toujours plaisir de retrouver des concepts qui survivent en fait à travers les âges et qui survivent aux auteurs. Et d'ailleurs, Monsieur McLaughlin ne se contente pas de reprendre des concepts qui ne sont pas à lui et qui étaient là avant. Il en propose énormément. Il propose le personnage d'Icula. Alors je vais essayer de vous le trouver. Qui est sur cette cover, ce tritonien. Il est extrêmement badass. Je le trouve hyper charismatique. On le voit mieux ici. Je le kiffe. Icula, je le kiffe. Il a vraiment la gueule du guerrier merman, comme on dit. Il n'y a pas d'équivalent. Si c'est Triton l'équivalent en français. Voilà, digne représentant de la race des Tritoniens, quoi.
et je le trouve hyper stylé. Et Peter David le reprendra dans son run. Le run de Peter David, j'ai lu que les 20 premiers épisodes. Je sais que Icula apparaît à un moment donné, je me rappelle plus quand, mais je sais qu'il est là. Donc Peter David, il a bon goût parce qu'il reprend des personnages de Sean McLaughlin, et Peter David, il reprend également Porm. Porm, c'est la maman dauphin d'Orin, en fait, puisqu'on sait que ce sont des dauphins qui ont récupéré le bébé Orin, et qui l'ont élevé parmi eux. Arthur a été élevé parmi les dauphins, et donc la matriarche du groupe, c'était Porm. Voilà, une dauphine qu'a créée Sean McLaughlin dans son run, et que Monsieur Peter David reprendra. Donc ça, c'est plutôt cool, parce qu'il y a un vrai échange qui s'opère entre les deux artistes, et ça, c'est vraiment... je trouve que c'est une preuve d'humilité, et c'est comme ça qu'on fait des bonnes histoires. C'est quand on arrête de se regarder le nombril, et qu'on regarde ce qu'a fait le collègue, et qu'on reprend des concepts, qu'on essaye de les améliorer, pourquoi pas. Et d'ailleurs, Monsieur Peter David, là où je le remercie, c'est que justement, il va reprendre des concepts initiés par Sean McLaughlin, à savoir le retour de Mera, lié au personnage de Thanatos ici présent. Ça va être repris par Peter David. On a le retour de Black Manta, plus méchant que jamais, et j'ai envie de dire mieux écrit que jamais. Mieux écrit que jamais, pourquoi ? Parce qu'ici, enfin, on lui crée une origin story. Black Manta, il est écrit en 67, ok ? Et il a été balancé comme ça, sans raison particulière, et il a été considéré comme étant le plus grand ennemi avec Ocean Master d'Aquaman pendant toutes ces décennies, mais on n'en savait pas plus. Alors, Monsieur Paul Levitz et David Michelini ont essayé dans les années 70 de nous expliquer qu'en réalité il s'agissait d'un suprémaciste noir qui cherchait à tout prix à établir un royaume pour ses frères noirs qui à la surface sont brimés et sont privés de leurs droits. Donc il cherchait à établir un royaume sous-marin pour les blacks, en très gros, hein. Mais c'est la seule chose qu'on connaissait du personnage. Et là, Sean McLaughlin, il arrive avec une origin story, histoire d'épaissir le perso, et quelle origin story, je la trouve géniale. On apprend que c'était enfant, un passionné de l'océan, qui se baladait très régulièrement le long des quais, le long des docks, le long des rivages, qui regardait la mer. Un jeune enfant, vraiment. Jusqu'au jour où il se fait enlever, où il se fait shanghailler. Shanghailler, c'est un terme que j'ai appris grâce à cette série, qui existe, et qui définit le fait de se faire enlever pour être enrôlé de force dans un équipage. En très gros, au temps de la piraterie, ça se faisait énormément. J'ai fait des petites recherches là-dessus, c'était une pratique très courante. C'était très compliqué de recruter un équipage, comme il est très compliqué de recruter une équipe boucherie. C'était très compliqué à l'époque de recruter un équipage, parce que l'océan est extrêmement dangereux, ça pardonne pas, ça donne pas envie. Le mal de mer, c'est mal payé, tu pars, tu sais pas quand tu reviens, bref. Toutes ces raisons qui faisaient que, puis un navire, ça se conduit pas tout seul, t'imagines bien qu'il faut être une bonne dizaine minimum, j'imagine, ça dépend de la taille du navire, mais voilà, il faut du monde, et tu trouvais pas du monde facilement, et on n'hésitait pas à enlever carrément des jeunes gens dans la force de l'âge, qui soient physiquement aptes à effectuer des travaux sur le navire, parce qu'une fois que t'es embarqué dans le navire, t'es bien obligé de bosser, sinon tu rentres pas chez toi. Donc en termes de chantage, c'est béton. Et donc le terme qu'on utilise pour définir cette action, c'est le terme shanghailler, dans le sens où tu te réveilleras peut-être à Shanghai. Voilà, c'est comme ça qu'il faut le comprendre. C'est un terme assez spécial, hein, j'avais du mal à comprendre si c'était une erreur de trad ou quoi, mais bref, voilà. Ce terme existe, shanghailler. Par moment, on faisait ça avec malice, c'est-à-dire qu'on payait plus de rhum qu'il ne faut pour bourrer la gueule d'une personne. Et puis le mec, une fois qu'il était ivre-mort, il se réveillait dans le bateau et c'était trop tard, quoi. Voilà. Mais c'est passionnant, hein. J'aime bien ces petites anecdotes-là. Et donc, le jeune Black Manta, il s'est fait shanghailler. Et lorsqu'il s'est réveillé dans ce bateau, il s'est fait maltraiter, il s'est fait cracher à la gueule, il était condamné à effectuer des tâches ingrates, des tâches extrêmement physiques, douloureuses, nettoyer le pont, etc. etc. Les hommes le maltraitaient, il était traité comme un esclave. Et un jour, il a aperçu Aquaman au loin, dans l'océan, on ne sait pas ce qu'il faisait, il s'amusait avec des dauphins, on ne sait pas trop. Et il le voit au loin et il l'implore de l'aider. Seulement Aquaman, il est trop loin, il ne l'entend pas, il repart sous l'océan. Et à partir de ce moment-là, Black Manta, il se jure intérieurement de se venger, pas que d'Aquaman, qui ne l'a pas entendu, qui semble avoir fait fi de sa condition, mais plutôt de l'océan tout entier. Voilà. Black Manta développe une vraie haine envers l'océan et tout ce qui s'y raccroche, et forcément Aquaman c'est le symbole même de l'océan. C'est pour cette raison que c'est sa cible principale. Enfin, on a un leitmotiv valable.
Voilà. Et une origin story qui change un petit peu des habituels. Oui, ma mère s'est fait tuer, mon père m'a abandonné, il était alcoolique, il m'a frappé. Tu vois, voilà. Ça change de ces sempiternelles conneries qui commencent à me saouler parce que tous les super vilains sont traités de la sorte, quoi. Là, on a quelque chose de beaucoup plus original et de directement lié à l'environnement du personnage. Bon, je parlais d'Icula et de Porm qui sont des personnages créés par McLaughlin qui vont être récupérés après. C'est pas le cas de tous, hein. Il va tenter aussi de créer des menaces, de créer de nouveaux super vilains, notamment Queequeg. Alors c'est pas un super vilain, c'est juste un vilain tout court, il a pas de super pouvoir. Queequeg, c'est un baleinier extrémiste. Voilà. Qui veut tuer Aquaman parce que forcément Aquaman ne laisse pas faire ce qu'il veut, à savoir de la pêche intensive de baleines, enfin du braconnage quoi, et du coup Queequeg, voilà, il va apparaître au cours d'un épisode, il va très très vite se faire démonter par Arthur, d'autant plus que là on est à une période où il ne faut pas broncher Arthur, il est extrêmement déter le mec, hein. Et donc l'autre il se fait très très vite écarter et on ne le revoit plus, et d'ailleurs il ne réapparaîtra plus jamais dans une histoire Aquaman, Queequeg. Petite tentative ratée pour le coup de Sean McLaughlin de mettre de créer en fait un vilain quoi. Mais ça partait d'une bonne intention parce que c'est vrai que la galerie de super vilains d'Aquaman c'est quelque chose qui a toujours été très compliqué, il n'y en a pas beaucoup, ils se ressemblent beaucoup dans leur leitmotiv tous. Bref, c'est compliqué quoi. Donc au moins il a essayé, ça n'a pas marché. Autre caractéristique de ce run, c'est la volonté franche de repositionner le personnage d'Aquaman et de clarifier certaines choses concernant notamment ses capacités, notamment ses super pouvoirs, puisqu'il y a beaucoup de choses concernant justement ses capacités physiques, et pas que, qui n'ont pas été plus que ça expliquées dans les décennies précédentes. Voilà. Je ne vais pas dire laisser en suspens, mais ça n'a jamais été très clair, hein. Quelle est sa vitesse sous l'eau, quelle est véritablement sa force en dehors de l'eau, son endurance, comment fonctionne sa télépathie aquatique. Bref, plein de choses auxquelles Sean McLaughlin essaye de répondre et il le fait avec brio, je trouve. Déjà, on a, durant le fameux arc Echo Wars avec la marée noire, on a une manière très originale d'Arthur de gérer sa télépathie. Pour faire fuir les animaux terrestres qui ne répondent pas à son commandement, à ses commandes télépathiques, comme on disait dans les années 60, les commandes télépathiques, parce que lui, il n'a une emprise que sur les animaux qui sont liés à la mer. Alors pas que les poissons, pas que les animaux aquatiques, hein, il a également une emprise sur les mouettes, ce qu'on appelle les Sea Eagles, sur les crabes, enfin bref, tout ce qui est lié de près ou de loin à l'eau. Et pour faire fuir les animaux terrestres, qu'il ne peut du coup pas contrôler mentalement, eh ben, il va exercer sa télépathie en cascade. C'est-à-dire qu'il va effrayer les animaux aquatiques, qui, par un phénomène de chaîne, vont finir par effrayer les animaux terrestres qui vont s'éloigner des rivages et donc échapper à la catastrophe. Et puis, Arthur le dit lui-même, au détour d'une case, « Je ne commande rien à personne. Je n'ordonne pas aux animaux. Je suggère uniquement. Ce sont eux qui reconnaissent en moi leur maître suprême et décident de m'obéir. » Ça, je trouve ça, bordel, hyper charismatique. Et dans cette volonté de vouloir à tout prix définir ce dont est capable le personnage, de redéfinir ses super pouvoirs, quoi, on a l'épisode 8. L'épisode 8 qui est extrêmement représentatif de l'intégralité de la série. Déjà dans son rythme, on a ce rythme tonitruant, parce qu'on est sur un épisode de course-poursuite. Et donc, ça s'emballe, il y a de l'action énormément. Et c'est l'impression qu'on a pendant tout le run en fait, parce que comme j'expliquais, il y a beaucoup de choses qui sont entreprises par Sean McLaughlin, c'est très dense, par moments on aurait presque peur qu'ils se prennent les pieds dans le tapis ou qu'ils s'en mêlent les pinceaux, mais en réalité il n'en est rien, c'est juste qu'il y a certaines pistes, certains personnages qui ne sont pas exploités au bout parce qu'il n'a pas eu le temps de le faire, certains concepts également dont on n'aura jamais vraiment le fin mot de l'histoire, et ça c'est problématique, mais on a 13 épisodes d'une qualité certaine, avec ce rythme extrêmement soutenu, ça va vite et ça fait plaisir, c'est efficace, on n'est pas sur du Tom Taylor, bordel de merde, il lui faut 6 issues pour expliquer que le gars, il est parti chercher son chien, après il l'a promené, après il a acheté du croissant, et puis, putain, sans déconner, mais tu mets Tom Taylor sur ça, mais le mec fait 300 épisodes, quoi. Le mec fait 300 épisodes, quoi. Ça fait du bien de dire quelque chose au moins où ça avance, bordel, ça tourne pas en rond, là. Putain, je suis désolé, je suis grossier, mais... Donc,
l'épisode 8, qu'est-ce qu'il nous raconte? Arthur, comme je vous l'expliquais, il est devenu ambassadeur à l'ONU. Donc forcément, sur sa personne pèsent des responsabilités et pèsent des enjeux, des conflits d'intérêts. Il y a des gens, notamment une espèce de société secrète qui officie dans l'ombre, on ne sait pas vraiment qui ils sont, on en voit seulement quelques membres, on ne sait pas vraiment le pourquoi du comment, ça fait partie de ces fameux concepts dont on ne saura pas le fin mot de l'histoire malheureusement. Et cette société secrète, elle a à cœur de venir à bout d'Aquaman, de le neutraliser une bonne fois pour toutes. Et elle engage un assassin russe qui s'appelle Diabolus, je crois il a un nom complètement pété. C'est un élève d'un autre personnage un peu plus connu dans l'univers d'ici, le NKV Demon. Voilà. Je crois que c'est Dominus, ou on va l'appeler Dominus, même si ça va pas être ça du tout, mais voilà. Dominus, il se planque au sommet d'un immeuble, enfin en haut d'un immeuble, avec un fusil sniper, et l'idée c'est d'envoyer une balle parfaitement placée dans la tête d'Aquaman pour s'en débarrasser définitivement. Seulement il loupe sa cible, et forcément Arthur bondit littéralement, au sens propre du terme, à sa poursuite. S'ensuit donc une course-poursuite dans les rues d'une ville typique américaine, sous une pluie battante, avec un combat à la clé, un combat assez brutal. Cet épisode c'est uniquement de la course-poursuite, ça parle véritablement d'histoire, mais pourtant tu prends ton pied à lire ça. Et McLaughlin, il en profite justement pour faire le point sur certaines choses un peu troubles concernant les attributs physiques, les capacités, les caractéristiques d'Aquaman. On nous racontait pendant l'âge d'argent que les Atlantes, notamment Aquaman et Aqualad, ils ne faisaient pas exception, ne pouvaient survivre en dehors de l'eau plus de 60 minutes. Ok ? Là, tu vois qu'il y a une volonté de se débarrasser de ce concept. Et ce qui est très drôle, c'est que l'assassin qui est engagé, il est persuadé de ça. Parce que c'est ce qu'on raconte, ce sont les légendes urbaines concernant les Atlantes. Ils ne peuvent pas rester en dehors de l'eau plus de 60 minutes, parce que sinon, ils viendraient à se déshydrater et à mourir, tout simplement. Et donc, l'assassin, il est persuadé de ça, et il en joue. Et en réalité, pas du tout. Pas du tout, il démontre même une puissance certaine, une endurance à toute épreuve. Il est vachement balèze, en fait. Et ça, tu le comprends, il n'est pas bon que sous l'eau, Aquaman. Sean McLaughlin nous l'explique ici. Déjà, le concept de bond pour se déplacer, qui a été repris par Geoff Jones pendant l'époque New 52, où Aquaman faisait des putains de bonds, la façon Hulk, pour se déplacer lorsqu'il n'était pas dans l'eau, et ben ça vient de là. Alors là, à moindre échelle quand même, c'est beaucoup moins craqué, mais tu vois que juste par une simple impulsion, le mec franchit des distances incroyables, quoi. Donc déjà, ça c'est une capacité qui est nouvelle, voilà, qu'on ne connaissait pas d'Arthur avant ça. Et ça permet de rendre le personnage efficace également sur Terre. Et je trouve que c'est plutôt une bonne chose. Et puis, McLaughlin, c'est quand même un petit malin parce qu'il entretient quand même un certain mystère. Il donne pas toutes les clés. Il donne pas toutes les réponses. Parce que, comme j'expliquais, tout l'épisode se déroule sous la pluie. Alors, est-ce qu'Arthur est si fort en dehors de l'eau parce qu'il pleut? Est-ce qu'il démontrerait de telles capacités physiques sous un soleil ardent? Je ne pense pas. Ça, c'est des petits points que laisse volontairement, je pense, McLaughlin pour garder une petite part de mystère, parce que c'est vrai que c'est toujours cool quand on ne sait pas complètement tout d'un super-héros, parce que c'est comme ça qu'il parvient à nous surprendre, en fait, tout simplement. Et vraiment, cet épisode, moi, j'ai vraiment savouré, quoi. J'ai vraiment savouré. Et puis ça témoigne également d'une autre caractéristique très forte dans le run de McLaughlin, c'est que les contextes et les enjeux évoluent très souvent. On n'est pas tout le temps sous la flotte, on n'est pas tout le temps à Poseidonis, on n'est pas tout le temps en dehors de la surface, on alterne au maximum les environnements, les contextes, les situations tout simplement. Et ça, c'est vraiment quelque chose que je recherche. C'est quand on me fait voyager, quand on me montre plein de choses, quand on m'en fout plein la vue. C'est très clairement ce que fait McLaughlin ici. Il y a un côté très psychédélique, torture mentale avec... Voyage au pays de la folie avec Thanatos, un côté un peu Seigneur des Anneaux, la rivalité entre les Tritoniens et les Poséidoniens, quelque chose de beaucoup plus terre à terre, enfin bref. Des références à l'âge d'argent, elle est pas belle celle-là, cette créature là qui ressemble au Loch Ness, c'est typiquement le genre de bestiole que tu retrouvais tout le temps dans les récits Aquaman.
Donc il se fout pas de notre gueule jusqu'à cette histoire à la fin qui fait office d'ovni, j'ai envie de dire, avec ce gamin atteint de cette maladie. Enfin bref, tu vois, c'est quelque chose de très terre à terre pour le coup. C'est assez étrange. Et je trouve ça génial. On réutilise également un concept apporté par Peter David avec le personnage de Cordax. D'ailleurs, Cordax existe dans cet univers. Il n'est pas présent physiquement, mais on est sur le lore d'Atlantis Chronicles. Donc Cordax, c'est une légende qui existe, qui a pris pied en Atlantide et qui continue à effrayer ses habitants. Et ça, c'est très cool. Quand tu as lu Atlantis Chronicles, c'est très cool d'avoir la suite et de te dire que Cordax, il est toujours dans les esprits, quoi. Ça, c'est absolument génial. D'autant plus quand tu sais que Cordax, il va revenir un peu plus tard. Donc c'est un bon teasing, quoi. Tu vois, c'est comme ça aussi qu'on magnifie aussi bien des qu'on iconise des super-héros et des super-vilains. Cordax, quand tu vois Atlantis Chronicles, enfin quand tu lis Atlantis Chronicles, tu sais qu'après ça devient une légende qu'on raconte aux petits-enfants pour les effrayer le soir, pour qu'ils aillent se coucher sans faire d'histoire. Que les Tritoniens et les Poséidoniens se racontent entre eux des millénaires après. Et que le personnage finit par revenir. T'imagines bien un peu le choc quand il revient. C'est comme ça que tu magnifies un super vilain, bordel de merde. C'est comme ça que t'en fais quelque chose de grandiose, quoi. Ah la vache. Ah, ça me fait kiffer. D'ailleurs, un autre détail croustillant, puisqu'on est dans les Chroniques Atlantes. À la fin de l'épisode 12, Vulko trouve dans les débris, dans les ruines de Poséidonis qui a été attaqué, un épais grimoire. Il s'agit des Chroniques Atlantes. Et il le remet à Arthur, ce grimoire. Et Arthur s'en va avec. Fin du run. Ok ? Début du run de Peter David, Aquaman dans son Aquacave, avec en sa possession les Chroniques Atlantes. Et là où c'est génial, c'est que moi personnellement, j'ai commencé par Peter David, j'ai lu Sean McLaughlin bien après, et du coup je me suis toujours demandé comment le grimoire est arrivé en fait dans les mains d'Arthur, quoi, des millénaires après. Enfin, pas des millénaires, parce que du coup, la dernière personne à avoir écrit le grimoire, enfin, à avoir travaillé en tant que chroniqueuse sur le bouquin, c'était Atlana, la maman d'Arthur. C'est elle, la dernière chroniqueuse, et quand tu commences Time and Tide de Peter David, Aquaman est le nouveau, il s'improvise nouveau chroniqueur de l'Atlantide, parce qu'il reprend le récit là où sa mère l'avait laissé. Voilà. D'ailleurs, c'est le seul contact en réalité qu'il a avec sa mère, c'est le seul lien qu'il a avec sa mère, c'est les Chroniques d'Atlantide. Et lorsque tu commences vraiment la première page de Time and Tide, enfin pas la première page, mais dans la première issue de Time and Tide, bam, Arthur a le bouquin, les Chroniques d'Atlantide, entre les mains. Et ben, ça vient de la fin du run de McLaughlin. Une fois de plus, cette passation en fait de relais entre les différents artistes, je trouve ça génial. Bref, les petits gars, on a fait le tour de la série. En tout cas, j'espère que je n'ai rien oublié. Alors évidemment, je vous conseille ça comme si c'était facile d'accès. Pas vraiment, parce que c'est de la VO déjà d'une. C'est pas la VO la plus facile, d'autant plus que j'ai pu lire. Pour le coup, c'est bizarre, mais j'ai trouvé que les Chroniques d'Atlantide étaient plus simples à lire. Bref. Après voilà, ça, j'ai quand même compris dans l'ensemble ce qui se passait, il n'y a pas de problème. C'est juste qu'il y a des termes, tu vois, par moments un petit peu compliqués à traduire et par moments pas traduisibles du tout. Bon, bref. C'est des expressions, des trucs comme ça, bon. C'est pour ça que c'est pas la VO la plus accessible, mais après ça se lit quand même. Ça va, quoi. Je veux dire, ça se fait. Si je l'ai fait, il y en a beaucoup qui peuvent le faire, vous imaginez bien, parce que j'ai pas un niveau d'anglais exceptionnel. Après, voilà, c'est vrai que c'est compliqué à trouver parce que c'est de l'issue, donc tu trouves pas ça n'importe où. Ça coûte cher, c'est 2,50$ x 13, plus les frais de port, plus les frais de douane. Donc moi j'en ai eu pour, je crois, 80 balles, entre 70 et 80 balles, pour 13 issues. D'une vingtaine de pages chacune, donc c'est pas énorme. Par contre ça coûte cher. Mais honnêtement, là je vais être le plus sincère avec vous, c'est un des meilleurs trucs Aquaman que j'ai pu lire. Voilà. C'est autant La Mort du Prince c'est fastidieux parce que La Mort du Prince c'est un vieux récit qui est hyper important. Hyper important. Si t'as pas lu La Mort du Prince, t'as pas les rêves pour ça. T'as pas les rêves pour quoi que ce soit en fait quand t'as pas lu La Mort du Prince. C'est pour ça que t'es obligé d'y passer. Le problème c'est ce côté kitsch, le côté vieux quoi. Ça fait pas plaisir à tout le monde et je peux le comprendre. Moi ça me dérange pas parce que c'est Aquaman, mais ce genre de récit à l'ancienne sur d'autres persos, ça vit que donc de me gaver quoi. Et tu vois, La Mort du Prince, autant t'es obligé de passer par là pour avoir les rêves, autant c'est pas forcément plus plaisant que ça à lire quand t'es pas passionné par le personnage. Ça par contre c'est excellent,
Ça c'est génial. Bon, c'est le moment de la vidéo où je me fais des ennemis. J'en ai pas assez. Non. Petite pichenette, c'est tout, rien de plus. Je suis en train, enfin j'ai terminé de lire le Flash Chronicles volume 1, donc l'année 92, on est sur les mêmes années, hein, 92 pour Flash, 91 pour Aquaman. Donc, mais un run qui est acclamé, alors pour l'instant on n'a que le début, donc je vais pas trop me prononcer. Hein. On verra bien ce que ça donne par la suite. Mais je suis pas spécialement enthousiaste hein, concernant le début de run de Flash par Wade, parce que je trouve ça pas dans son époque, je trouve ça trop enjoué, trop en couleur, trop 60s dans l'âme, et puis ça me raconte pas grand chose de Wally West, ça me raconte pas grand chose de son univers en fait, voilà, je trouve qu'il y a trop de références qui sont faites à des périodes anciennes, mais c'est même pas que de la référence, on calque carrément la façon de raconter une histoire, c'est plus de la référence, là il y a de la référence au Silver Age. Mais pourtant, c'est pas du tout raconté comme un récit du Silver Age, bien au contraire. Là, c'est beaucoup plus brutal, beaucoup plus viscéral. Là, pour le coup, on est dans les années 90, c'est plus en phase. Le Aquaman de McLaughlin est beaucoup plus en phase avec son époque que le Flash de Mark Waid, quoi. Et là, ça construit quelque chose, ça construit tout un univers. Alors, pas que, parce qu'il y a eu aussi Peter David qui est passé avant, donc il n'a pas tout le mérite, Sean McLaughlin. Mais ouais, je sais pas, ça propose des enjeux politiques, ça propose des enjeux, comme j'expliquais, sur le plan personnel. Ça va triturer dans la tête d'Arthur, quoi. C'est waouh. D'un côté, t'as un run qui est acclamé, et de l'autre, ça c'est aux oubliettes. T'es obligé d'aller te le procurer en issue sur un site obscur américain parce que c'est pas disponible autrement. Tu vois, je trouve que c'est dommage. Ça, c'est vraiment dommage, quoi. Parce que les gens passent à côté de certaines pépites comme ça, dont ils ne soupçonnent même pas l'existence. De l'autre côté, t'as... Bon, après, on va me dire c'est parce que c'est plus moderne, certes. Mais de l'autre côté, t'as toute la deuxième partie New 52 de Jeff Parker qui est dégueulasse. Qui est vraiment dégueulasse. C'est ignoble, c'est illisible, ce truc. Et ça, on l'aura jamais. Alors, je jette pas la pierre à Urban. Je sais que c'est compliqué de publier du Aquaman. Déjà en VO, ils osent pas. T'imagines bien qu'en VF, ils vont pas oser non plus. Je jette pas la pierre. Honnêtement, ils ont fait du très bon boulot sur ce qu'ils ont publié concernant le personnage jusque-là. J'ai aucun problème avec ça. C'est juste que c'est un constat, quoi, que j'aimais. Et je trouve que c'est dommage parce que tu vois, ça c'est une pépite en fait. C'est une pépite. C'est peut-être moi qui me monte trop la tête parce que je suis un fanboy. C'est pour ça que j'aimerais bien que vous lisiez ça. Voilà. Je vous demande pas d'aller vous procurer les issues parce que c'est compliqué. C'est cher. C'est en VO, etc. Mais si jamais, j'aimerais bien que vous me disiez en fait ce que vous en pensez. Si c'est juste moi qui me monte la tête ou si c'est vraiment excellent, quoi. Objectivement excellent. Allez, ciao les zincs, je vous dis à très bientôt. J'espère que vous avez kiffé la nouvelle intro. Yeah.